Quand on veut expliquer ce qu'est le jeu de rôle, on aborde souvent la chose en prenant comme sujet, comme perspective, le joueur. Normal, puisqu'on veut séduire notre interlocuteur, on veut le rassurer, on veut qu'il se projette, on lui explique donc ce qu'il va faire s'il décide de jouer, pour lui démontrer que c'est simple. Et c'est ce que j'ai fait dans mes 2 premières vidéos. J'ai beaucoup parlé des joueurs, en évoquant tout de même légèrement les 2 composantes qui, à mon sens, sont fondamentales à la pratique, à savoir l'univers et le système de jeu. La première composante d'un jeu de rôle est l'univers dans lequel les personnages vont évoluer. J'irais même jusqu'à dire que c'est la composante la plus importante, car c'est probablement l'univers qui va attirer ou non un joueur, lui donner envie de jouer. Envie de jouer et bien sûr de remplir la bibliothèque de tous ses suppléments. L'univers, c'est le monde dans lequel les participants vont évoluer. Son histoire, ses principes, son ambiance, son décorum, son contexte. L'univers va influencer la manière dont le meneur et les joueurs vont appréhender le jeu. On ne joue pas tout à fait avec le même état d'esprit dans un univers oppressant, glauque, dangereux pour les personnages, comme celui proposé par Cthulhu, et dans un univers délirant, loufoque, humoristique, mais tout de même aussi extrêmement dangereux pour les personnages, que celui proposé par Paranoia. Cthulhu, Paranoia, le grand écart de style. Sérieux versus humour. Et puis souvent, l'univers va induire le système de jeu. Il est même probable que l'univers soit choisi, travaillé avant même le système de jeu. On entend d'ailleurs plus souvent la question « est-ce que le système colle bien à l'univers ?» que « est-ce que l'univers colle bien au système ?» Des univers dans le jeu de rôle, il y en a beaucoup. Pléthore. Tellement qu'il m'arrive de penser qu'il y a plus de lecteurs de jeux de rôle que de joueurs de jeux de rôle. Des gens qui achètent des livrets juste pour découvrir les univers, et puis accessoirement les règles, pour découvrir des mondes, pour découvrir des descriptions, voir des images, pour voyager, pour faire travailler leur imaginaire. Donjons & Dragons, sorti en 1974 et considéré comme le premier jeu de rôle, s'inspire d'un wargame appelé Chainmail, basé sur l'univers du Seigneur des Anneaux de Tolkien. En 1976, Metamorphosis Alpha propose le premier jeu de rôle se déroulant dans les confins de l'espace. Son auteur affirme s'inspirer des romans de Brian Aldiss. L'Appel de Cthulhu, ou l'Appel de Cthulhu, sorti en 1981, est une adaptation fidèle de l'univers de Lovecraft. Donc au départ du début du commencement de la pratique, les univers de jeux de rôle étaient surtout inspirés par la culture geek. À une époque où être geek n'était pas très mainstream. De l'heroic fantasy avec de la magie, de la SF avec des pistoblasters, des super-héros avec plein de pouvoirs, des trucs lus par des nerds. Tout ça est évident pour tout le monde maintenant. Mais fin des années 70, début des années 80, c'était loin d'être le cas, croyez-moi. Et cela se ressentait dans l'écriture des livrets, dans la pratique et dans l'appréhension que pouvait avoir un novice. Je me souviens de ma première partie de jeu de rôle comme si c'était hier. Du JRTM, le jeu de rôle en terre du milieu. On est milieu des années 80. Je n'ai pas lu les romans de Tolkien, je ne sais pas du tout ce qu'est un hobbit. J'ai tout de suite détesté les elfes et j'ai adoré les nains. Bref, me voilà à la table, avec des spécialistes, des gens qui avaient l'habitude. Et juste après une description du meneur, voilà qu'un joueur dit « Une mouche du Mordor ? Une mouche du Mordor ? Dans cette région ? À cette époque ? C'est louche. » Et là, j'ai un peu serré les fesses. Je me suis dit oula, dans quoi t'es tombé? Je ne vais jamais savoir quoi faire, je ne vais jamais savoir quoi dire, où aller, à qui parler, comment. Je ne vais découvrir aucun indice, je ne vais servir à rien. Mon gars, t'es pas sorti de l'auberge. Bon, au final, je suis sorti de l'auberge, il faut bien pour vivre des aventures, et puis ça s'est plutôt pas mal passé. Bref, c'est une autre époque. À cette époque, les pratiquants étaient surtout des gens qui avaient un gros bagage culturel spécifique. Souvent des étudiants qui allaient rater leurs études parce qu'ils pratiquaient trop le jeu de rôle à l'internat. Mais depuis, le monde a bien changé. Les geeks ont pris le contrôle, les geeks ont pris le pouvoir. On revendique haut et fort notre geekitude. On sait tous ce qu'est un démogorgon. Merci Peter Jackson, merci J.K. Rowling, merci Marvel, enfin merci Disney, et merci Netflix. Il aura fallu des jeux comme James Bond, plutôt portés par le cinéma que les romans de Ian Fleming, ou Star Wars, adapté de l'œuvre cinématographique de Lucas, pour que les choses deviennent plus évidentes pour tout le monde, pour que l'imaginaire collectif soit plus en phase. Mais rien de comparable avec l'époque actuelle. Car il me semble beaucoup plus facile de jouer au jeu de rôle maintenant qu'il y a 30 ans. Il me semble plus facile maintenant de plonger dans un univers de jeu de rôle, quel qu'il soit, ou presque. La culture nécessaire pour comprendre les ressorts, les tenants et les aboutissants est beaucoup plus partagée maintenant qu'il y a 30 ans. Qui n'a pas vu Pirates des Caraïbes, Harry Potter, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Who, La Communauté de l'Anneau, Stranger Things, Terminator, Walking Dead, Game of Thrones. Je vous assure que jouer au jeu de rôle maintenant est aussi plaisant que de faire du binge-watching de séries ou que de mater un space opéra découpé en 3 trilogies, commençant par l'épisode 4. Et puis, en tant que simple joueur, vous n'aurez pas besoin de tout savoir sur tout de l'univers dans lequel vous avez évolué. Le meneur de jeu est là pour ça, pour vous aiguiller, pour vous accompagner, vous aider avec des aides de jeu, avec des descriptions, des illustrations, des explications. Votre tâche principale à vous, simple joueur, va être de vous occuper de votre personnage.
De l'univers découle le rôle des personnages et donc l'objectif des joueurs, ce qu'ils vont faire, ce à quoi ils vont être confrontés, leur métier, leur apparence, leur but. Je vais jouer un contrebandier galactique, je suis libre de mes choix, je peux travailler pour aider l'Alliance Rebelle ou peut-être plonger du côté obscur. Je vais jouer un agent secret travaillant pour le MI6, j'ai donc une hiérarchie, des chefs, des ordres, des missions qui me sont confiées. Évidemment, on ne joue pas un chasseur de vampires comme on joue un vampire, on n'a pas tout à fait le même but. Si le meneur doit en savoir un peu plus que les autres sur l'univers, le joueur, lui, doit se focaliser, se concentrer sur la composition du bon personnage, celui avec lequel il va passer un bon moment. Sachez que la plupart des jeux de rôle proposent plusieurs archétypes. Certains jeux offrent 2 ou 3 possibilités, là où d'autres en offrent une infinité. Il est évident que les choix à James Bond sont beaucoup plus réduits que ceux proposés dans Donjons & Dragons. Bref, il y a forcément quelque part un univers de jeu de rôle avec lequel vous aurez une affinité. Un univers dans lequel vous trouverez un personnage à jouer à votre mesure. Le truc à retenir, c'est qu'il est des univers très simples, faciles à appréhender, et des univers beaucoup plus construits, beaucoup plus riches, beaucoup plus sophistiqués. Mais nulle angoisse à avoir. Si vous avez de l'appétence pour un monde, pour un univers, pour un type, très vite, vous le ferez vôtre, vous vous l'approprierez. Et il en va de même pour les systèmes de jeu. Mais ça, c'est une autre histoire, que je raconterai dans une vidéo prochainement. C'est pour cela que je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu lors de la prochaine mise en ligne de la prochaine vidéo. Et ne vous inquiétez pas, si j'ai survolé certains concepts, c'est parce que je risque d'y revenir plus précisément dans de prochaines vidéos. Parce que le jeu de rôle, c'est simple, mais c'est complexe.